Le grand dialogue. Sigeka Foba. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigeka Foba. Le grand dialogue. 22 septembre 1960, 22 septembre 2017, le Mali a célébré la semaine dernière ses 57 ans d'indépendance. Une célébration qui intervient dans un contexte tendu dans le pays. Certains vont jusqu'à dire que c'est dans un contexte de dépendance politique, économique et sécuritaire. Pour certains observateurs, les résultats actuels issus de la gouvernance pendant 57 ans d'indépendance sont fortement en deçà des attentes et des espoirs des pères fondateurs de l'indépendance. 57 ans d'indépendance. Quel bilan? Qu'est-ce qui pousse certains à remettre en cause l'indépendance du pays? Nos invités, Dr Etienne Fakaba Sissoko, Mamadou Diouara, Mamadou Diouara, sociologue, et Mamadou Ben Cherif Diabaté de la société civile au téléphone. Je suis Mohamedou Touré. Le grand dialogue. Chers invités, chers auditeurs également, ce soir nous parlons de l'indépendance du Mali qui a été célébrée la semaine dernière. On va déjà écouter des enfants qui se sont intéressés à la fête de l'indépendance pour Studio Tamani. Le Mali célèbre la fête nationale de l'indépendance. Nous, les enfants du Mali, qu'est-ce que cette fête symbolise pour nous? Nous nous sommes approchés de notre tonton Kawele Togola pour avoir plus d'enseignements. Il invite tous les enfants à cultiver l'esprit de patriotisme, de se pardonner pour consolider la paix et la réconciliation au Mali. Kawele Togola. Le Soudan français a accédé à l'indépendance précisément à la date du jeudi 22 septembre 1960. Le 22 septembre est un fait, c'est un événement historique. Les enfants comme les pères de l'indépendance se doivent aujourd'hui, n'est-ce pas, de se laisser animer par cet esprit de patriotisme. La patrie, il faut l'aimer. Et quand on aime la patrie, on est prêt à lui donner. Donc principalement, je voudrais que les enfants retiennent qu'ils se doivent d'être des patriotes. Le Mali aujourd'hui est presque à terre. L'État malien est presque inexistant aujourd'hui. Et le message que la fête du 22 septembre pourrait envoyer de mon point de vue aux enfants aujourd'hui, c'est effectivement un message de pardon. Il s'agit de cultiver des valeurs de paix. Et la paix ne peut pas aller sans le pardon. Bonne fête de l'indépendance à tous les Maliens et Maliennes. Que la paix et la réconciliation règnent entre toutes les communautés du Mali. Docteur Etienne Fakaba, vous venez d'entendre ces enfants qui veulent également la paix et la réconciliation au Mali. Mais aujourd'hui, quel bilan, quel héritage est laissé à ces enfants? Il faut déjà se poser les questions de savoir quels étaient les objectifs des pères de l'indépendance en accédant justement à cette souveraineté nationale. D'abord, l'objectif, c'était, de mon point de vue, c'était d'abord une affirmation de l'identité africaine de façon générale et la nécessité pour les Africains de façon générale de se prendre en charge, de se tracer eux-mêmes leur destinée, de prendre eux-mêmes en charge les politiques économiques, les politiques institutionnelles à mettre en œuvre pour mettre nos différents pays sur la voie de l'indépendance. Et au regard des 50 ans justement, des 50 ans, 60 ans, presque vous remarquerez que si nous n'avons pas perdu, nous n'avons pas gagné, je crois, sur ces différents sentiers-là. La souveraineté, qu'elle soit politique ou économique dans nos différents États, reste encore très discutable. Et surtout, les voies et moyens empruntés par nos présidents actuels ne rassurent pas d'un avenir radieux pour notre continent. Donc aujourd'hui, sans risque de se tromper, on peut se dire que le bilan est très négatif, sinon très mitigé au regard des conditions de vie de nos populations et surtout au regard du stade de développement de nos différents États. Mais le bilan n'est-il que négatif? Est-ce qu'il n'y a pas quelques avancées? Quelques avancées, on peut en chercher si on est courageux. Mais aujourd'hui, il faut véritablement se dire que les simples indicateurs de développement économique, les simples indicateurs du poids politique de l'Afrique de façon générale sur la scène internationale auraient pu être des indicateurs simples pour tout citoyen de se dire qu'aujourd'hui, effectivement, nous sommes sur la bonne voie. Mais quand vous voyez un pays comme le Mali qui encore n'a pas son intégrité territoriale, au contraire l'a perdue, des pays comme ou des régions comme la zone UEMOA où nous utilisons encore une monnaie qui est sous tutelle. Quand vous voyez l'Afrique centrale
où la monnaie n'appartient toujours pas aux Africains, quand l'essentiel de ce que nous faisons en termes d'utilisation de biens et de services vient de l'étranger parce que nous sommes incapables justement de créer des conditions dans nos différents pays pour permettre à nos États de créer des conditions de développement économique. Donc vous voyez, l'économiste que je suis ne peut que se baser sur des indicateurs économiques pour savoir si oui ou non la prise en charge des besoins vitaux des populations africaines ont été comblés pendant ces 57 dernières années. Donc, si vous prenez ces indicateurs-là, vous remarquerez que le PIB par tête, qui est l'indicateur le plus utilisé pour savoir l'évolution en termes de développement économique, c'est la richesse que chaque individu crée dans sa société. Quand vous regardez cet indicateur, vous voyez que nous sommes en régression de plus d'1,5 de l'indépendance à aujourd'hui. Pourtant, les écoles, nous en avons en pagaille, mais la qualité reste à désirer. Des infrastructures, nous en avons en pagaille. Nous allons parler tout de suite des services sociaux de base. Monsieur Diouara, vous, quel bilan faites-vous de ces 57 ans d'indépendance pour le Mali ? Merci beaucoup. Déjà, je remercie Étienne pour son analyse qui me semble très juste. Hein. Je vais... Pour moi, pour faire le bilan de ces 57 ans, il faut se rappeler simplement que le 20 janvier 1961, le Mali a matériellement affirmé sa souveraineté, non pas à travers la création de l'armée malienne, mais le départ du dernier soldat français. Le 20 janvier 2012, 51 ans après, le Mali fait appel à cette même armée française pour venir le sauver de la disparition. Ça illustre suffisamment ce qu'on a pu faire de ces 50 dernières années. Maintenant, comme vous l'avez dit, tout n'est pas sombre. Hein. Il a dit avec un peu de courage, on peut trouver les points positifs. Moi, en tant que sociologue, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été acquises, pas dans le domaine des indicateurs économiques, mais déjà à travers l'esprit, parce qu'on sait que la colonisation a été marquée par la politique du colonialisme qui consistait à convaincre les Africains qu'ils étaient faits pour être inférieurs aux autres. Donc tout un travail psychologique de déconstruction de l'histoire africaine et de formatage de l'esprit des populations africaines. Aujourd'hui, on est très loin de ça. On a des gens qui ne savent même pas ce que c'est que la colonisation. On a des générations aujourd'hui qui savent très peu de la colonisation, qui arrivent à envisager leur avenir à travers les réalités de leur moment. Et l'avènement, n'est-ce pas, des nouvelles technologies de l'information et de la communication permettant à ces gens, à ces jeunes de communiquer avec le monde entier, de partager leurs rêves avec les enfants des 5 continents du monde en temps réel et de peaufiner des projets ensemble, permet de libérer les consciences et de libérer l'esprit. Bon, ça, c'est des aspects qui, à mon avis, sont importants parce que l'état d'esprit de la population détermine la motricité de cette population dans l'avenir. Et c'est elle qui va être génératrice, n'est-ce pas, de richesse dans l'avenir. Je pense que c'est un élément déterminant qui est important à prendre en compte. Maintenant, en ce qui concerne l'indépendance effective, hein, le président Modibo Keïta disait à la création de la monnaie malienne, hein, du franc malien, qu'il n'y a pas d'indépendance politique sans indépendance économique et pas d'indépendance économique sans indépendance monétaire. Et cette souveraineté monétaire ne pouvait venir qu'à travers cette initiative. C'est pourquoi je suis d'accord avec lui lorsqu'il fustige encore l'utilisation du franc CFA et tous les autres éléments qui vont avec. Je pense qu'on a un chemin très long à construire. Mais avant de finir, je vais réagir sur le reportage des enfants, sur celui qui dit que voilà, il faut apprendre aux enfants à être patriotes. Je veux dire, les choses sont simples. On ne peut pas aimer ce qu'on ne connaît pas. Apprenons à amener les enfants du Mali à connaître le Mali, à se connaître. Une fois qu'ils auront connu le Mali, et une fois qu'ils se seront connus, ils sauront de quoi ils sont dignes et comment faire pour se montrer dignes de ceux dont ils viennent. Qui doit faire ça? Mais justement, c'est un travail c'est une politique d'éducation nationale qui doit exister. Vous savez, le Mali a connu, je vais vous faire un petit rappel, quand on crée la première école française, c'était à Dakar, en Afrique. À son inauguration, le général Faidherbe a dit que l'Afrique produit des hommes. Par le biais de l'école, nous allons en faire des Français soumis et fiers de l'être. L'école a été construite dans cet esprit. Et c'est pourquoi on enseignait aux enfants que leurs ancêtres étaient des Gaulois.
On les fait chanter l'hymne national. On fait écrire les gens avec un bic bleu sur une feuille blanche en faisant les titres en rouge. C'est la reproduction du drapeau français bleu, blanc, rouge. Tout ça, c'est un travail scientifiquement organisé pour déconstruire l'africanité. Et comme Césaire l'a dit dans le discours sur le colonialisme, on me parle de colonisation, moi je parle de chosification, de déshumanisation. C'est ce travail scientifique de déconstruction de l'homme qui a caractérisé la période coloniale. Aujourd'hui, nous devons avoir une politique éducative pour que les enfants du Mali apprennent ce que c'est que le Mali. Et Modibo l'a tenté avec la réforme de 62 en créant une école socialisante pour une république socialiste, avec pour leitmotiv l'enseignement de masse et de qualité. Mais le coup d'État... Monsieur Ben Cherif Diabaté, partagez-vous les avis de Étienne et Ben Cherif Diabaté, pardon, Monsieur Diawara? Oui, effectivement, vraiment, je partage leur avis et je suis d'accord avec eux. Tout ce qu'ils viennent de dire, c'est la vérité, mais malheureusement, est-ce que ceux qui doivent l'entendre entendent et pour pouvoir influencer, parce que l'objectif aussi de ce débat organisé par le studio Tamani, c'est de contribuer à influencer justement les dirigeants aujourd'hui qui ont la gouvernance et pour qu'ils comprennent, mais est-ce qu'ils écoutent, est-ce qu'ils entendent? Sinon, vraiment, je n'ai rien à ajouter sauf dire que ce qu'ils ont dit, c'est vrai, c'est triste. Nous assistons tous impuissants vraiment de jour en jour. D'accord. Monsieur Diabaté, vous avez posé deux questions. Est-ce qu'ils entendent et est-ce qu'ils écoutent? Je pense que s'ils écoutent, ils vont bien entendre. Mais est-ce qu'ils écoutent selon vous? Mon cher, je vais te dire, les deux mots, ils n'ont pas le même sens. Parce que souvent, il y a des gens, tu as entendu, mais tu n'as pas écouté. Souvent, on a écouté, on n'a pas entendu. Dans le dictionnaire, ils n'ont même pas le même sens. Alors, qu'est-ce qui les empêche d'écouter aujourd'hui? Ils peuvent être dans l'avion, ils peuvent être en train de siroter, ils peuvent être en train de faire la fête, ils peuvent ne pas vouloir écouter la radio, ils sont peut-être en train d'écouter CNN ou bien RFI ou bien tu as vu, etc. D'accord. Étienne veut réagir. Parce qu'ils savent que votre radio là est une radio, par exemple, le débat que vous êtes en train de mener, il y a combien de radios fait ça en matière de communication pour pouvoir contribuer à l'éveil de conscience de la population. D'accord. Deux choses. Je suis d'accord, absolument d'accord avec les analyses de Diawara, mais il semble quelque peu mettre l'accent sur le rôle justement de l'éducation dans ce schéma-là et l'éveil de conscience, entre guillemets, d'une catégorie d'Africains qui aujourd'hui ne se sentent plus soumis justement aux colons comme c'était dans le cas. Mais je voudrais quand même relativiser ce fait en disant que combien sommes-nous aujourd'hui dans nos continents à avoir accès à l'éducation, avoir accès à ces nouveaux outils de communication pour justement prendre conscience ou être décomplexé justement face à ces différentes situations. Donc je crois qu'aujourd'hui le travail reste encore immense dans ce sens pour que l'éveil de conscience qui est réel sur une catégorie de personnes puisse véritablement s'élargir et atteindre bon nombre de personnes. Vous avez parlé également de la question de l'éducation. Je ne sais pas si vous me permettez d'aborder juste la question. C'est qu'aujourd'hui, cette éducation aussi est calquée justement sur un système d'éducation qui vient également du colon, qui est tellement organisé, comme vous l'avez dit, qui est tellement scientifiquement bien organisé, ne nous permet pas de nous émanciper comme nous le souhaitons justement. Et donc, il faut reconstruire notre système éducatif et l'adapter justement à la vision de nos pères fondateurs. Et justement faire en sorte que ceux qui ont accès à cette éducation, qu'elle soit de base ou au niveau supérieur, puis justement se dire qu'il est temps que nous en finissions avec ce système qui en réalité ne fait que nous maintenir dans cette médiocrité permanente. Et pour preuve, pour vous dire que dans nos subconscients encore, leur présence est visible.
Parce que, ne serait-ce qu'avec les élections, quand vous voulez être président de la République, il faut lécher les bottes de la France, il faut être soumis à la France. C'est pourquoi, lors des différentes manifestations contre la France, vous n'avez vu aucun homme politique, en tout cas d'envergure, à part Oumar Mariko, bien entendu. Mais tout cela montre, bien entendu, que la France et le colon, de façon générale, reste présent dans le subconscient des Africains et nous empêche justement de nous développer parce que nous n'avons pas suffisamment confiance en nous-mêmes, parce que nous avons accepté, comme il vient de le dire, d'être la main invisible de ces colons et de torpiller notre développement. Donc je crois qu'il faut sortir de tout cela. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Je crois que dans cette phase-là, on va se dire que nous, le choix que nous avons fait, ce n'est pas un choix fortuit d'être dans l'enseignement aujourd'hui. Personnellement, c'est un choix que j'ai fait qui me permet aujourd'hui de faire passer ces messages-là, que les gouvernants écoutent ou pas. Je sais que ma cible, ce n'est pas les gouvernants. C'est d'abord ma génération, c'est la génération, c'est mes jeunes frères, pour que ensemble on essaie de voir comment mettre fin à cet obstacle-là à notre développement économique. Parce que là où nos pères ont échoué, c'est là que nous devons réussir si nous voulons véritablement prendre notre destin en main. D'accord. Étienne a parlé d'incapacité de s'assumer du côté des gouvernants. Aujourd'hui, qu'est-ce qui les empêche? Est-ce que c'est par manque d'idées ou de moyens? Alors, je pense qu'il faut voir la question de façon fondamentale. Et pour moi, fondamentalement, la grosse erreur qu'on a commise, c'est qu'après l'indépendance, on n'a pas réformé l'État. C'est-à-dire que l'État que nous avons, qu'on appelle aujourd'hui la République, qui est d'ailleurs une disposition super constitutionnelle dans notre constitution, sinon supraconstitutionnelle d'ailleurs, la forme républicaine, nous avons hérité d'un État qui n'est pas l'émanation de la volonté populaire, la volonté du peuple. Dans les conditions normales, la population se réunit pour désigner ses représentants au Parlement qui désignent les membres de l'exécutif. C'est-à-dire que la population est souveraine sur son territoire, elle cède une partie de sa souveraineté à ses représentants qui sont les députés, qui cèdent une partie de leur souveraineté au pouvoir exécutif qui devient le gouvernement. Chez nous, nous avons hérité d'un État colonial qui est un État expoliateur, expropriateur, dominateur. C'est un État porté par une force étrangère qui est venue pour dominer une population sur son territoire afin d'exploiter et les hommes et leurs ressources. Et cet esprit par les pères fondateurs. Oui, justement, c'est ce que je dis. C'est-à-dire que quand on a hérité de cet État, on a gardé l'appareil tel quel, en changeant les hommes, mais en ne changeant pas l'esprit et les habitudes. Donc c'est pourquoi jusqu'à présent, je viens de boucler en fait une recherche, un programme de recherche qui couvre les 10 régions au niveau de la CONACYPAL pour relever les préoccupations et les perceptions des populations. Je peux vous assurer que jusqu'à présent, les populations maliennes ont du mal à voir le représentant de l'État comme leur représentant désigné ou comme leur protecteur. Ils le voient comme cette force d'oppression, cette force étrangère, sinon même cet ennemi. Et ça, c'est très important parce que l'État qui doit servir le peuple, s'il est perçu autrement par celui-ci, ne peut pas apporter des réponses appropriées. Et cet État continue à réfléchir à partir de Bamako, au niveau hyper central. Pour régler des préoccupations locales, il faut qu'on refonde l'État au Mali. Sinon, on ne sera jamais indépendant en termes de gouvernance. D'accord. Monsieur Diabaté, au début de l'indépendance, la santé, l'éducation étaient gratuites. Aujourd'hui, certains pensent que ce n'est plus le cas. Est-ce que c'est une des raisons pour parler d'un échec, d'un bilan négatif côté gouvernance au Mali? Bon, côté gouvernance, oui, je peux dire oui, parce que côté gouvernance, vous savez, de plus en plus, on sent la faiblesse dans les ressources humaines qui ont en charge de gérer justement la chose publique. Donc, c'est ce qui explique justement les différents échecs de l'indépendance en 50 ans. On avait une très bonne éducation, les élèves de la 9e pouvaient écrire vraiment une très bonne lettre. Maintenant, si les élèves au niveau université maîtrisent, ne peuvent pas écrire une très bonne lettre. Donc, d'où l'explication de la faiblesse au fur et à mesure des années 60 à maintenant. Donc,
moi, vraiment, nous constatons, on a l'impression que c'est des gens qui ne sont pas des Maliens ou qui travaillent pour d'autres personnes. Parce que le Mali, actuellement, on voit qu'on n'est pas doté d'une vision, on n'a pas un objectif clair de développement qui prend en compte la politique nationale de développement. Et cette politique nationale de développement devrait s'inspirer de la culture et de l'économie nationale. Et là, en ce moment, avec une ressource humaine bien formée, et à sa culture et à l'économie de son pays, ils deviendront opérationnels dans la gouvernance. Mais, mon cher, de 60 à 68, on a vu, non, celui qui était là au Modibo n'est pas bon. De 68 à 91, on a dit non, Moussa aussi, ses compagnons, les 14, ils ne sont pas bons. 91, on a vu. Et puis en 2012, on a dit non, ceux qui sont venus pour l'avènement de la démocratie, eux aussi, ils ne sont pas bons. Et ensuite, donc, qui est bon, qui n'est pas bon? Maintenant, on était vraiment bien parti. Dans les années 60, là, le Mali, on n'avait pas besoin vraiment de présenter le Mali, même dans les derniers villages du monde. Mais aujourd'hui, on a honte. Quand tu dis Malien, tu rentres sous la table. Donc, qu'est-ce qui a fait justement que ça a chuté? Maintenant, c'est la faiblesse des hommes, vraiment dans tous les domaines. Donc, c'est dommage. Je crois que ce débat devrait permettre, dans la conclusion de mon point de vue, vraiment que vous nous invitez ou que ça pousse à inviter les intellectuels maliens autour vraiment de cette question-là que vous venez de poser, pour qu'on puisse faire le constat et puis faire les forces et les faiblesses, et ensuite faire des propositions, des solutions. D'accord, M. Diabaté. D'accord, Sissoko, tout de suite, on parlait d'éducation. Avant, on peut dire aujourd'hui qu'on a un taux de scolarisation beaucoup plus élevé, mais la qualité reste un défi à assurer. Avant, la qualité était beaucoup plus bonne qu'aujourd'hui. Qu'est-ce qui explique cela? Est-ce que les gouvernants ne veulent pas qu'il y ait une bonne qualité pour éviter une meilleure conscientisation, j'y arrive, de la population? En tout cas, aujourd'hui, on peut se poser un certain nombre de questions, de savoir pourquoi, 50 ans après, on continue à utiliser un système éducatif qui a montré ses limites. Lorsque vous allez dans des localités où vous avez la double vacation, où les élèves font encore 7 km, 6 km pour aller dans leur école, alors qu'il n'y a même pas 10 ans, on nous a parlé d'une politique, une école, un village, une école. On a investi des milliards dans ce projet-là et qu'aujourd'hui, le résultat est désastreux. On peut se poser des questions aussi sur la gestion des ressources qui sont allouées justement à l'éducation dans ce sens-là. Parce que quand vous prenez le budget de notre pays, vous allez remarquer tout de suite que c'est le premier volet budgétaire et ça varie de 33 à 35% du budget national. Donc, ce qui fait que aujourd'hui, les gens se posent de plus en plus de questions. Est-ce qu'il est efficient de mettre 35 000 francs dans la formation d'un professeur pour le rendre beaucoup plus qualifié, ou est-ce que c'est plus confortable de donner 50 000 francs de prime à un inspecteur qui est dans une ville où il ne va jamais à la rencontre des professeurs pour les évaluer, etc. etc. On met 500 000 francs dans les frais de mission alors qu'il manque de la craie dans certaines classes. On met 1 million dans les primes pour le ministre, par exemple, de l'enseignement secondaire, de l'enseignement fondamental, alors que le professeur qui a la main dans la pâte ne gagne pas plus de 80 000 francs par mois. Voilà autant de questions qui font qu'il y a un déséquilibre entre les politiques que nous mettons en place pour favoriser l'éducation et les résultats que nous avons. Parce que nous n'allons jamais atteindre les résultats, nous n'allons jamais atteindre les indicateurs que nous souhaitons avec des politiques comme ça et surtout avec, avec un système éducatif qui aujourd'hui ne porte pas. Donc la véritable question de mon point de vue, c'est de savoir est-ce qu'aujourd'hui nous sommes prêts à remettre cela en cause. Au-delà de la refondation de l'État dont il est en train de parler, aujourd'hui il est question de la refondation également de notre système éducatif pour faire en sorte que nous puissions véritablement adapter notre éducation justement aux besoins et à la culture
culture de nos populations. Aujourd'hui, vous prenez un exemple simple que je donne chaque fois que j'ai l'occasion. Vous dites à un enfant 2 plus 2 ou 5 plus 5, il réfléchit parce qu'il prend d'abord le temps de transformer ce que vous lui dites dans une langue qu'il comprend, dans une expression qu'il comprend. Alors lorsque vous lui dites tout de suite en bambara, il vous donne la réponse. Donc, ce qui montre également le poids de la langue dans l'éducation que nous souhaitons. Aujourd'hui, nous devons être beaucoup plus courageux et nous dire que les fonds que les Français, que l'Union européenne ou même la Banque mondiale et le FMI nous donnent ne nous permettent pas d'avoir une éducation de qualité comme nous le souhaitons. La grande question reste toujours qui finance l'éducation. C'est un volet de souveraineté, mais aujourd'hui nous avons privatisé ce secteur-là, nous avons sous-traité ce secteur-là parce que nous avons connu toute forme de politique en matière d'éducation qui aujourd'hui a appauvri notre expression, a appauvri nos connaissances, mais surtout fait que nous allons aller dans les 10 prochaines années que nous allons malheureusement nous retrouver avec rien du tout. Et c'est là où votre conclusion est juste, pour dire qu'ils n'ont pas intérêt, les gouvernants n'ont pas intérêt à ce que nous nous éduquons parce qu'eux, ils ont les moyens d'envoyer leurs enfants à Paris, d'envoyer leurs enfants au Maroc, faire des grandes études et revenir. Comme dirait l'autre, ils vont nous gouverner, leurs enfants également nous gouverneront. D'accord. Écoutons l'analyse d'Ibrahim Ikassa Maïga, qui est aussi juriste sur ces 57 ans d'indépendance. L'indépendance du Mali en tant qu'État souverain laisse aujourd'hui à désirer avec la présence de la communauté internationale qui pratiquement s'interpose entre l'État du Mali et des groupes armés. Mais seulement c'est la résultante de l'échec des politiques socio-économiques depuis l'indépendance. Aujourd'hui, le Mali a le plus long fleuve de l'Afrique de l'Ouest qui a son plus long parcours au Mali, mais n'est pas autosuffisant alimentairement. C'est parce que la politique agricole n'a pas marché. Nous avons le plus grand cheptel de la sous-région, mais notre élevage est encore balbutiant. Nous sommes à l'état rudimentaire. Donc la mécanisation, elle est timide par rapport à l'agriculture. Donc ça, c'est un problème. Et ça, c'est vraiment notre potentiel économique que nous avons. Ça, c'est notre avantage comparatif par rapport aux économies concurrentes de la sous-région. Alors, on n'a pas su maximiser ces aspects. Donc, c'est ce qui fait que notre économie est balbutiante. Alors, vous venez d'écouter tout de suite M. Maïga également qui parle de la communauté internationale qui s'impose. Vous avez parlé de la présence de la France. Quand ça a chauffé, le Mali a fait appel à la France. Aujourd'hui, c'est la langue française qui est utilisée dans nos écoles pour apprendre aux élèves. Également, même dans la mentalité, dans la société, quand on voit un blanc, toujours on crie Toubabou. Est-ce que c'est ça qui pousse les gens aujourd'hui à dire que le Mali reste dépendant ? Non, certainement ce n'est pas ça qui pousse les gens à le dire. Étienne a bien donné tout un ensemble d'indicateurs qui montrent la dépendance du Mali. Et d'ailleurs, ce n'est pas que le Mali. Moi, je dirais que tous les pays africains sont encore dépendants. D'ailleurs, l'indépendance n'est pas quelque chose, c'est quelque chose qui n'est jamais acquise. Elle se gagne chaque jour et elle se préserve chaque jour. Et si vous la négligez, vous la perdez. C'est pas compliqué. Maintenant, oui, on a énormément de problèmes, des problèmes qui sont naturels, qui ne peuvent pas disparaître du jour au lendemain. Il y a eu 4 siècles d'occupation de l'Afrique. Ça ne s'efface pas en 50 ans. Non, ça ne s'efface pas en 50 ans. Nous avons tout notre système par lequel nous existons institutionnellement qui est français. L'école, c'est français. L'administration, c'est français. La langue officielle, c'est français. Nous sommes ces Français soumis que Feder Bailly a dit. C'est un fait. Maintenant, comment sortir de ça? Il y a plusieurs initiatives. C'est vrai, on a tenté avec la DENAFLA de valoriser nos langues nationales. On n'est pas allé loin. Il y a des initiatives avec l'écriture Unko qui est encore restée en chemin jusqu'à présent. Bon, on a tenté avec la monnaie malienne qui s'est arrêtée en cours de chemin. Bref, on a fait 50 ans de tentatives de matérialisation de notre souveraineté. On n'y est pas encore arrivé. Mais il est important que les générations, notre génération et les générations qui nous suivent prennent conscience que c'est un flambeau. C'est une mission que nous devons accomplir. Nous devons nous donner les moyens de la réussir. Pour ce faire, et je vais revenir à la question de l'éducation qui est fondamentale, sans laquelle aucun changement n'est possible. Et il faut qu'on comprenne une chose. On crée l'école
de nos besoins. Comment? Je décide de quel type d'État je veux. Alors, pour la construction de ce type d'État, j'identifie le type de citoyen dont j'ai besoin. Une fois que je sais le type de citoyen dont j'ai besoin, alors je construis le type d'école qui peut me former ce type de citoyen. Cet exercice, nous ne l'avons jamais fait. Et c'est cet exercice que nous devons faire. Savoir quel pays nous voulons, donc quelles compétences il nous faut pour ça, en termes de citoyens, en termes d'expertise, en termes de compétences, alors on construit l'école en fonction de cela. Tant qu'on n'aura pas fait cet exercice, on va faire de l'agitation, mais on n'arrivera pas à l'objectif assigné. Maintenant, pour ce qui concerne la présence internationale au Mali, vous savez, hein, c'est simple. Nous avons été incapables, d'assumer la situation politique, la conséquence de nos décisions politiques, parce que ce qui est arrivé, c'est vrai, on va parler de la Libye, c'est un fait, oui, mais il y a beaucoup de pays qui entourent la Libye, c'est le Mali qui est tombé. Pourquoi? Parce qu'on a pris des décisions politiques dont on n'a pas été capable d'assumer les conséquences. Ça, c'est une réalité. Maintenant, quand le drame est arrivé, je dis, hein, toutes les grandes nations se sont écrites dans les pages sombres de leur histoire. En 2012, le 31 mars 2012, quand la première région militaire du Mali tombait, je parle de la ville de Gao, tout le peuple malien était interpellé pour s'organiser et construire la réponse. Quand les jeunes se sont rassemblés pour constituer, n'est-ce pas, une alternative militaire afin de défendre la patrie, parce que c'est beau de citer que nous sommes de Sundiata, nous sommes de Soumangourou, mais est-ce que nous sommes dignes d'eux? Que faisons-nous pour en être dignes? Cet héritage qu'ils nous ont laissé, que faisons-nous pour le protéger? En 2012, on en a eu l'occasion. Malheureusement, nos dirigeants nous ont empêchés de défendre notre honneur, l'honneur de notre patrie. Les gens disent non, on va envoyer les gens à la boucherie, les gens vont mourir. Mais quelle guerre a eu lieu dans ce monde sans mort d'homme? Mais en même temps, quelle nation s'est construite sans guerre? Il n'y a pas de construction forte sans sacrifice important. Mais la patrie vaut bien cela. De faire ça? Mais justement, ils nous ont empêchés de faire ça parce qu'ils sont pris au piège d'un système qui est étranger. Les leviers de cet appareil qui justifient leur pouvoir ne les appartiennent pas. D'accord. Monsieur Diabaté, vous en tant que société civile, est-ce que vous pensez que nos dirigeants sont libres de gérer le pays? Bien sûr, mon cher. Quand tu es à la tête pour diriger, regarde ce débat que toi tu viens d'organiser, mon cher. C'est pas le directeur général de Tamani. Toi, tu es journaliste, tu as pris l'initiative, tu as réfléchi, tu as proposé, et puis voilà, ok, on vient de t'accorder, voilà, et nous sommes dans le débat. Mais quand tu as la chance d'être ministre ou d'être président de la République, tu fais une proposition, voilà, de programme, de ton point de vue pour développer ton pays. On est d'accord ou on n'est pas d'accord, ou sinon tu fermes la porte et tu démissionnes. Voilà. Donc, de mon point de vue... Est-ce que concrètement, vous pensez que les dirigeants maliens sont libres ou pas? Mais, c'est-à-dire, à ce que nous voyons, ils sont libres. S'ils ne sont pas libres, ils n'ont qu'à être sincères avec... Vraiment, c'est tellement facile. Il faut être sincère. Et puis tu démissionnes. Parce que si tu sens qu'au moment où je suis nommé et que je vais sentir que je ne suis pas libre, mais je démissionne. Et je vais, en démissionnant, maintenant, je viens dans la société civile et je vais dire, vous avez vu que j'ai démissionné parce que je ne suis pas libre. Mais s'ils restent là-bas, ils ne sont pas libres et ils ne nous ont pas dit la vérité et on n'est pas en train de progresser, c'est sûr, mon cher. Alors ils sont coupables. Donc si j'ai bien compris, vous êtes en train de répondre à ceux qui pensent que nos dirigeants dépendent, par exemple, des Français, de la France, que ce n'est pas le cas. Mais mon cher, ça c'est normal. Ils dépendent. S'ils ne dépendent de rien, ils n'ont qu'à nous faire voir et ils n'ont qu'à appeler le peuple pour qu'on s'assoie, pour dégager les forces et les faiblesses et aller tout de suite au développement. Mais s'ils ne font rien pour composer avec la population, ils se taisent, ils ne disent rien. Mais maintenant, on voit tous les jours, eux, ils sont là. Mais moi, ils cachent quoi? Ils sont en train de cacher quelque chose. Étienne, ils cachent quoi? Ils cachent leur faiblesse, ils cachent leur incompétence, ils cachent leur manque de courage justement à se ranger du côté de leur peuple parce que, comme dirait mon professeur Abdoulaye Niang, aujourd'hui, nos gouvernements doivent comprendre que s'ils doivent avoir peur de quelque chose, c'est de leur peuple. Et aujourd'hui, c'est ce peuple-là qui leur donne le pouvoir.
Il faudrait qu'on arrête de penser que la France pourrait faire de quelqu'un un président de la République, que la France pourrait démettre quelqu'un s'il ne se met pas au pas des décisions politiques de la France, etc. Donc, d'où la nécessité, encore une fois, de l'éducation et de la nécessité pour ceux qui ont compris de travailler à l'éveil de conscience des plus jeunes générations. Aujourd'hui, les élections de 2018 seront cruciales parce que les jeunes attendent justement nos hommes politiques au tournant. Tous ceux qui ne se sont pas affirmés dans la lutte pour la conquête de la souveraineté du Mali, qui ne se sont pas prononcés pour défendre l'intégrité de notre territoire, qui ne se sont pas affirmés pour dire non à ce double jeu de la France. Ce n'est même pas un double jeu, c'est le jeu clair de la France de livrer notre pays à des ennemis, doivent aujourd'hui répondre devant ce peuple-là. Et le Mali, dans sa grandeur, cette grandeur qui est différente de celle dont Diawara parlait tout à l'heure, et cette grandeur que nous avons envie de retrouver doit se construire autour d'hommes capables de défendre ces idéaux-là. Et aujourd'hui, malheureusement, tous les hommes politiques que nous avons, tous sans exception, ne rassurent pas la jeune génération parce que les pièges dans lesquels nous sommes en train de nous embourber vont être fatals pour le peuple. Lorsque Diawara dit que les populations, les besoins des populations ne sont pas comprises ou sont ignorés par nos gouvernants, c'est une réalité. C'est une réalité parce qu'il y a une déconnexion entre ceux qui nous gouvernent et les populations et leurs besoins. Donc, cette reconstruction-là, il faut que nous soyons patients, que nous la conduisons de main de maître, mais surtout que nous acceptions ce sacrifice-là. Parce que, comme Diawara l'a dit, aucun peuple ne s'est construit sans sacrifice. Et Frantz Fanon l'a dit clairement dans une si belle expression que chaque génération a une mission. À nous de l'accomplir ou de la trahir. Notre mission aujourd'hui, c'est de faire en sorte que notre peuple, dans sa grande majorité, retrouve cette fierté dont Diabaté parlait. C'est de faire en sorte que nous soyons maîtres de notre développement économique. Que ce ne soit plus des politiques économiques inspirées par le FMI, par la Banque mondiale, mal inspirées d'ailleurs, et imposées à nos États pour justement continuer à torpiller nos économies. Il faut que nous soyons conscients du fait qu'aujourd'hui, la nécessité pour nous de consommer la production locale est une voie de salut pour notre économie et pour nous-mêmes, parce que c'est le seul chemin aujourd'hui qui vaille pour arriver au développement économique. Certains dénoncent quelque chose qu'ils jugent comme un paradoxe, qui dit que l'Afrique est pauvre, alors que ces mêmes pays étrangers utilisent les ressources de l'Afrique pour encore aider l'Afrique. Alors pourquoi l'Afrique ne peut pas elle-même utiliser ces ressources pour son propre développement? C'est toujours une question de mentalité, c'est toujours une question de courage, parce que je vous donne juste un exemple simple. Quand vous prenez le franc CFA dont nous sommes en train de combattre et dont je suis fier aujourd'hui de dire que de plus en plus de voix s'élèvent contre cette monnaie. Quand vous voyez cela, vous remarquerez que les 50% de réserves que nous déposons à la Banque centrale comme garantie justement de notre monnaie, c'est ce même argent qui nous revient sous forme d'aide au développement, mais beaucoup moins. Et ce n'est que 30% en réalité de ce que nous déposons à la Banque française en termes de garantie qui nous revient sous forme d'aide au développement. Donc il faut que nous soyons aujourd'hui capables de dire non à un tel système, de dire non à la Banque mondiale qui refuse de financer des projets de développement économique dans nos pays parce que contraire à ce qu'eux ils souhaitent justement. Il faut que nous refusions le financement de produits d'exportation de nos matières premières, mais surtout travailler justement à la transformation de ce que nous produisons au niveau local pour faire en sorte que nous puissions véritablement être maîtres de notre développement. Tout le mot réside dans cela. Être maître de notre développement économique, être maître de nos politiques économiques. Parce que sans cela, nous continuerons ce débat-là, nous n'allons pas avoir de solution. Diawara, quelles peuvent être les solutions? Déjà, je vais répéter Nelson Mandela qui dit que tout acte posé qui n'est pas inscrit dans une vision est une perte de temps.
Nous avons un mandat, la vie est un mandat. Êtes-vous en train de dire que nos dirigeants manquent de vision? Je pense que je n'ai pas eu connaissance d'une vision au Mali, une vision claire au Mali, et depuis en tout cas le régime du président Modibo Keïta, qui avait quand même une vision très claire. On peut l'aimer, ne pas l'aimer, adhérer, ne pas adhérer, mais la vision était là, elle était claire sans embâche. Aujourd'hui, on ne sait même pas quel Mali on veut. Ça, c'est la première chose. Et quand tu ne sais pas où tu vas, tu peux prendre 36 000 chemins et faire 40 000 kilomètres de route, tu n'arriveras pas où tu veux aller parce que tu ne le sais simplement pas. Donc aujourd'hui, il est important que le premier travail qu'on doit faire, déjà qu'on est à l'approche des élections de 2018, c'est de dire quel Mali nous voulons. Avoir une vision claire et une conscience claire du type de Mali qu'on veut. À partir de ce moment, tout le sentier peut commencer. Et tout acte qu'on va poser à partir de ce moment sera un gain de temps parce que c'est un pas vers notre objectif. Pour le moment, il n'y a pas d'objectif en vue. C'est ça le vrai problème. Et moi, je dis encore une fois, il est important qu'on sache que on ne peut pas construire un patriotisme actif et matériel lorsque l'État n'est pas présent dans la vie du citoyen. Aujourd'hui, quand il interroge le Malien, pour se loger, quelle est la présence de l'État? Zéro. Pour s'éduquer, quelle est la présence de l'État? Pour la grande majorité, non. Et pour se soigner, quelle est la présence de l'État? Pratiquement pas. Donc, dans le quotidien du citoyen, dans la vie du citoyen, dans les déterminants de la vie du citoyen, quand il ne voit aucune présence de l'État, il verra difficilement ses obligations envers cet État. Le citoyen français est patriote, il n'a pas le choix. Parce que où qu'il soit, il suffit qu'on touche à un de ses cheveux, la nation entière se lève. C'est important. Aux États-Unis, quand tu vas par exemple dans les pays occidentaux, une fois que tu arrives, mais tu as une prise en charge, tu as une sécurité sociale, tu as une couverture. Quand il y a urgence, on te prend, on t'amène, on te soigne d'abord avant de chercher à savoir. On sauve ta vie d'abord, on investit les moyens publics pour sauver ta vie. C'est ça la présence de l'État dans la vie du citoyen pour qu'il se sente redevable envers cet État. Et ce travail, c'est important. Écoutons cette réaction de ce citoyen malien déjà. Le Mali, c'est un pays de vieille civilisation. C'est un pays qui a hérité de grands empires. C'était le carrefour des civilisations. Chez nous, l'hospitalité, c'était une pratique courante. Ton voisin vient chez toi, c'est toi qui es honoré que le voisin vienne chez toi. Et le respect de la parole donnée, c'était une religion. C'est toujours une religion. En tout cas, je l'espère, dans notre pays. Les citoyens maliens, où qu'ils se trouvent, déprécient le Mali, ça, ce n'est pas normal. Que les jeunes arrêtent de déprécier leur propre pays parce que c'est le plus grand. Quand les enseignants formés à notre ESICA dans nos écoles supérieures étaient demandés à l'extérieur, mais c'était de l'or pour eux. Beaucoup de Maliens sont allés enseigner en Afrique centrale, en Afrique de l'Est et autres. Mais soyez fiers de votre pays, vraiment. Aujourd'hui, moi, je suis très émue de vivre ça, 57 ans après. Je suis très fière et je rends hommage au père fondateur de ce pays-là. Ben Cherif Diabaté, est-ce que ce changement de mentalité est possible aujourd'hui, en 30 secondes? Ce changement de mentalité est possible aujourd'hui au niveau de la population pour revenir à cette époque ou même aller au-delà de cela? Le changement de mentalité est possible si on arrivait à avoir notre Sankara. Et puis voilà, et donc cela se fera en ce moment à travers une vision avec un objectif clair de développement économique, social et culturel bien précis. Voilà, et donc pour moi, c'est possible en voyant qu'il y avait des aspects positifs dans le régime de Modibo Keïta, il y avait des aspects positifs dans le régime de Moussa Traoré, Alpha Omar, ACT, Djonkunda. Et en 2018, est-ce qu'on peut s'attendre à une population qui sera mobilisée pour avoir le dirigeant qu'il faut pour le Mali et non pour le thé et le sucre? Oui, ça, il va y en avoir, c'est sûr. Moi, j'ai espoir. Je sais que, comme on le dit, le bateau Mali va tanguer, mais il ne va pas chavirer. D'accord, donc, merci. Et c'est ce qui met fin à ce débat réalisé par Ibrahim Aran Diallo. Nos invités, Dr Etienne Fakaba Sissoko, économiste et directeur du Centre de recherche et d'analyse politique, économique et sociale, Mamadou Diouara, sociologue, et Mamadou Ben Cherif Diabaté de la société civile. À la technique, Salim Diouara, régie vidéo assurée par Mamadou Ouattara. Je suis Mohamedou Touré. À demain. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.